Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, l'immunité parlementaire ne doit pas être un refuge. Selon Maître Djibril War, le député et ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale nous annonce des propositions de loi relatives aux forfaitures commises par des anciens ministres et directeurs généraux. Les étudiants en sciences de la santé menacent de bloquer le secteur revendication, l'application du système LMD, entre autres. Relâchement et même méprise des mesures barrières. Certains Sénégalais ne respectent toujours pas les mesures sanitaires malgré la recrudescence des cas. Et la page des sports, comme tous les vendredis, avec Malik Tchandoum. Bienvenue à tous. L'immunité parlementaire ne doit pas être un refuge, dixit Maître Djibril War. Le député et ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale révèle qu'il a déjà déposé une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Il va plus loin et annonce d'autres propositions de loi sur la forfaiture concernant des anciens ministres ou anciens directeurs généraux. Le directeur de l'école de parti de l'APR s'est prononcé par ailleurs sur le silence de l'Alliance pour la République concernant l'affaire Sweet Beauty. Maître Djibril War, député et ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, était l'invité de Keno Askanui. Il est avec El Hadj Malick Cissé. Moi, j'ai les propositions de loi, heureusement pour moi, parce que je vous prends à témoin, ça date du 20 septembre. Une proposition de loi sur la forfaiture, pour que désormais, toute personne qui a occupé des responsabilités institutionnelles, et qui, une fois remercié, se met à sortir des secrets. Nous faut les inspecteurs des impôts, de PASSEF, des fois. Vous serez non seulement poursuivi, mais vous serez frappé de forfaiture qui va vous déclarer inéligible. Le deuxième élément également, c'est pour la moralité. Je crois que la vie politique doit être morale. Et maintenant, pour l'immunité parlementaire. On voit quand même qu'on a des projets de modification de règlement, mais je vais y inclure dans la commission qu'on puisse clarifier qu'est-ce que c'est une immunité, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit. Alors, maître, l'affaire Ousmane Sonko, le silence de la paire, un silence mort, un silence cathédral. Pourquoi? Oui, à l'image de notre leader et au regard des valeurs qui fondent notre parti, l'Alliance pour la République, nous sommes d'abord des républicains. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun mot d'ordre, à ma connaissance. Nous, au-delà même on a un secrétaire restreint où tous les responsables de structures sont présents pour tenir des réunions. J'entends des communiqués, le président nous a appelé la veille. Non, je vous assure. Au-delà même de notre posture qui colle à notre idéologie, mais il y a la pudeur, quoi. Parler quand même vraiment de ces histoires sensibles pour quelqu'un qui a de la famille, qui a ses épouses et tout ça. La pauvre dame aussi, qui ne figure pas dans le lot vraiment de la gente humaine. Non, on a des scrupules pour parler de ça. Encore que cette affaire, c'est une affaire qui relève de la justice. Affaire Sweet Beauty, la société civile contre toute forme d'intimidation et de violence. Plusieurs organisations ont sorti une déclaration conjointe pour appeler à la retenue et au respect de la présomption d'innocence dans un contexte sanitaire déjà surchargé. Elles invitent à la préservation de la stabilité du pays et à la responsabilité des forces de l'ordre. Enfin, les 10 organisations dont la RADDHO, Afrikajom, le GRADEC, la Ligue sénégalaise des droits humains et le cadre unitaire du Sénégal appelle les populations à s'abstenir de diffuser sur les réseaux sociaux des images, textes et vidéos incitant à la violence. Maître Hassan Diomandiaï est joint par Ousmane Gueye. Nous savons que c'est extrêmement difficile, surtout s'agissant des réseaux sociaux. Les tentatives de régulation ont été nombreuses, aussi bien au niveau par exemple, de la profession des journalistes que des institutions comme l'État, qui cherchent à veiller, évidemment, d'une part, au droit à l'information, à la circulation de l'information, mais également dans le respect de la déontologie et du respect aussi bien des droits fondamentaux des personnes que de la présomption d'innocence. On ne peut pas préjuger d'une affaire et on ne peut pas colmater des informations qui ne sont pas avérées et les livrer aux citoyens.
mais également du point de vue de la présomption d'innocence, nous avons connu beaucoup d'affaires aujourd'hui qui ont entamé la présomption d'innocence de beaucoup de Sénégalais sans qu'un tribunal ne déclarera la personne coupable. Or, il faut rappeler que aucune personne ne peut être déclarée, en tout cas coupable des faits qui lui sont reprochés, tant que cela n'a pas été édicté par une juridiction de jugement. Donc, on peut être à l'étape d'accusation, on peut être à l'étape de présomption, de supposition, mais il faut en toute chose raison garder. Et chaque fois qu'on donne une version, il est important qu'on répercute à l'autre version. On peut faire des analyses sur les forces et les faiblesses d'une accusation, mais il faut toujours savoir que la personne qui n'est pas encore jugée garde intacte toute son honorabilité, sa dignité, et cette personne a certainement de la famille et a également des ambitions et a également certainement tout au monde derrière cette personne qu'il faut en tout cas il faut préserver beaucoup de choses pour éviter évidemment des dérapages qui risquent d'être lourds de conséquences pour notre État. Et direction Touba, les huiliers contre le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ils annoncent une plainte contre professeur Moussa Baldé pour diffusion de fausses nouvelles, manipulation de chiffres en vue de tromper le président de la République. Correspondance à Touba, Gorandaglo et Tchernofaï. L'agro-industrie, un secteur qui aujourd'hui souffre de nombreux maux à Touba où les huiliers tirent à boulet rouge sur la politique du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Selon Alpha Diallo, l'État favorise les opérateurs étrangers. Notre espoir s'est dissipé lors de sa dernière conférence de presse du ministre qui dit, je cite ses propres paroles, « J'évaluerai la situation quand la Chine aura atteint 300 000 tonnes de graines, soit 500 000 tonnes de coque. » Moi, je dis que ce n'est pas professionnel comme démarche. C'est comme un musicien, en sortant son album, avant d'aller au BSDA, sort son album sur le marché sans le protéger. Tant qu'on aura ce ministre, pour moi qui est un ambassadeur de la Chine dans le gouvernement du Sénégal, on aura une chaîne de valeur disloquée, des familles divisées, des investissements perdus. Ainsi, ce chef d'unité de production annonce une plainte contre le ministre de l'Agriculture pour haute trahison. Je vais porter plainte contre le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé, pour manquement répétitif et notoire d'un service public, diffusion de fausses informations entraînant de pertes de capitaux et d'investissements à des industriels sénégalais, manipulation de chiffres en vue de tromper une haute autorité du pays, cela veut dire le président de la République, enfin une haute trahison et défense d'intérêts étrangers. Alpha Diallo et ses camarades invitent le gouvernement du Sénégal à respecter le protocole de mars 2018. Le protocole de mars 2018 était une solution, et pourtant une vraie solution industrielle, mise en place via une plateforme regroupant l'État du Sénégal, les huiliers, les importateurs, Rasiat, pour la transformation de l'arachide et surtout dans le Baol. Surtout dans la ville de Touba, qui est la deuxième plus grande ville du pays après Dakar, et selon même les estimations d'un décret 213-108 de 2013, qui dit que Touba, horizon 2020, aura 3 600 000 personnes. Et à Touba, il n'y a pas d'industrie. Face à la presse, les huiliers de Touba ont cessé leurs activités depuis plus de 2 ans, une situation due selon eux par la mauvaise gestion des ressources agricoles. Et retour à Dakar, renforcer les liens culturels entre le Sénégal et la Grande-Bretagne, voire les pays anglophones, tel est l'objectif du British Council. En visite dans les locaux du groupe E-Media Invex, Alex Lambert, son directeur à Dakar, a partagé avec nous l'ambition de l'organisation culturelle de changer des vies en créant des opportunités. On l'écoute au micro de Mohamed Kandi et Cheikh Diop. Notre objectif majeur, c'est de renforcer les liens culturels et linguistiques entre le Royaume-Uni et le Sénégal et surtout créer des opportunités de travail et d'employabilité et d'entrepreneuriat dans le secteur créatif pour les jeunes Sénégalais. On fait ça sur 3 axes. Dans l'apprentissage de la langue anglaise, ce qui est très important, c'est un outil prouvé pour améliorer les perspectives de travail, mais aussi on organise des examens et des qualifications comme IELTS pour évaluer le niveau d'anglais, qui sont vraiment clés pour les jeunes de pouvoir réaliser leurs ambitions de travail, d'études et de voyage.
Et la dernière chose qu'on fait, dernier acte, c'est avec les entrepreneurs créatifs qui ont déjà lancé leur boîte ou qui veulent lancer leur boîte. On offre des formations très intenses et très bénéfiques pour des jeunes créateurs, artistes. C'est jamais très facile d'apprendre une langue. Par contre, la langue anglaise est très facile, on dit souvent. Elle est assez directe, elle est extrêmement pratique et elle permet d'ouvrir énormément de portes. C'est la langue de l'internet, du commerce international, c'est la langue de la communication, du secteur de la finance, du pétrole et du gaz. C'est la langue préférée pour plusieurs nations partout dans le monde. Du coup, j'encourage vraiment les jeunes Sénégalais à améliorer au minimum leur niveau d'anglais. L'actualité, c'est également le collectif des étudiants en sciences de la santé qui exprime les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ses membres menacent de bloquer le secteur pour forcer la tutelle à leur appliquer le système LMD. Abouté Dissou et Cheikh Diop. Le collectif national des étudiants en sciences infirmières et obstétricales du Sénégal hausse le ton et menace de partir en grève. Ces étudiants sortant et en cours de formation dans les écoles publiques et privées du Sénégal revendiquent l'application du système LMD dans le cadre de leur formation et conformément à la directive de l'Organisation ouest-africaine de la santé, une institution de la CEDEAO. La convention signée par les membres de la CEDEAO adopte l'application du système LMD et met en place un curriculum de formation harmonisé des infirmiers et sages-femmes dans l'espace CEDEAO. Ce curriculum de formation est appliqué dans tous les pays membres de la CEDEAO, sauf le Sénégal. Pourquoi nous revendiquons pour le système LMD? Le système LMD, comme dans les autres pays membres de la CEDEAO, c'est ça qui permet les étudiants en sciences infirmières obstétricales, à savoir les infirmiers et les sages-femmes, d'avoir un plan de carrière. La licence que nous avons équivaut à Bac+3, mais ce n'est pas reconnu. Maintenant, cette mobilité dans l'espace international, nous ne le savons pas. Ces étudiants dénoncent la léthargie à leurs yeux des autorités, notamment du ministère de la Santé. Monsieur Ndoye. Si le ministère de la Santé et de l'Action sociale refuse, nous allons passer à l'étape supérieure. Au plus tard au mois d'avril. Premièrement, les examens de certification organisés au premier quinzaine du mois d'avril, nous allons perturber les examens. En deuxième lieu, nous allons mobiliser tous les étudiants. Nous sommes au plus de 20 000 étudiants au Sénégal, dans les différentes 14 régions. Descendre au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour un sitting. Au moment où la pandémie sévit de plus en plus au Sénégal, ces acteurs de la santé crient leur ras-le-bol. Ils appellent l'État à prendre toutes ses responsabilités. Ressources naturelles, le contenu local est fondamental. C'est la conviction de l'expert pétrolier et par ailleurs directeur de la communication et des relations publiques de Petrosen. Ibrahima Bachir Dramé insiste en outre sur la formation et la compréhension des enjeux et de l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal. Il est interrogé par Djeba. Dans l'industrie pétrolière et gazière, la question du contenu local est une question hautement essentielle. J'allais dire une question fondamentale. Vous savez que l'article 25 de la Constitution du Sénégal consacre l'appartenance des ressources naturelles aux populations. Le contenu local est en réalité une façon de magnifier cette charte, cette partie de notre charte fondamentale. C'est aussi une façon de faire participer le secteur privé national ou le Sénégalais lambda, si vous voulez, dans l'exploitation du pétrole et du gaz. L'industrie pétrolière étant une industrie assez complexe, mais pas du tout compliquée, d'autant plus qu'il faut de la formation, la compréhension des enjeux, la compréhension des normes et des procédures en vigueur dans l'industrie, qu'il est impératif pour le secteur privé national d'abord de s'organiser en termes de compréhension définitive des enjeux, de s'organiser en termes de mise à niveau par rapport aux normes et aux procédures de qualité, parce que c'est une industrie aussi assez exigeante, mais surtout de mise à niveau par rapport à la formation des hommes. En interne, il doit y avoir des gens suffisamment qualifiés pour pouvoir prétendre à conquérir au même titre que certaines sociétés de services, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au niveau des marchés qui sont donnés au niveau du secteur pétrolier et gazier. Gaz, pétrole et mines, les ressources appartiennent exclusivement au peuple, rappelle Pape Alioune Badara Paye. L'ingénieur géologue revient sur les décrets d'application ainsi que les 3 régimes qui concernent l'exploitation de nos ressources naturelles. Pape Alioune Badara Paye est également interrogé par Djeba.
Le contenu local, c'est l'ensemble des mécanismes qui font appel aux biens et services nationaux, aux compétences locales et également aux technologies qui sont disponibles sur le territoire sénégalais, de sorte à les utiliser dans l'exploration et l'exploitation pétrolière et la production et la commercialisation pour permettre justement que l'économie locale puisse bénéficier davantage. Parce que quand on regarde les impôts que collecte l'État, véritablement c'est 8 fois moins que ce qui va aux fournisseurs de biens et services de façon globale dans l'industrie extractive. Donc, le décret d'application qui ont été récemment adoptés, les décrets d'application, font état, par exemple, de 3 régimes. Un régime exclusif dans lequel les investisseurs sénégalais peuvent intervenir et la préférence leur est donnée. Et quand on parle de société sénégalaise dans ce cas, c'est que la société doit être détenue à 51% par des Sénégalais, 80% des postes de direction sont occupés par des Sénégalais, également 51% des employés de façon globale sont des Sénégalais. Et pour vérifier la véracité un peu de la sénégalité, entre guillemets, de la société, il y a la déclaration de bénéficiaires effectifs pour connaître les personnes physiques qui détiennent réellement l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce régime-là, c'est un régime qui englobe tout ce qui est hébergement, restauration, services financiers, comptabilité, expertise, tout ce qui est transport léger, etc. Coronavirus, à présent, le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 11 décès, 462 nouvelles contaminations sur 2688 tests effectués. 56 patients sont actuellement en réanimation et 293 autres ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Et malgré ces chiffres, certains Sénégalais font fi aux mesures barrières contre la Covid-19. Un mépris des règles sanitaires édictées est constaté dans les transports publics comme privés sur la vente de pain qui pourtant est interdite aux boutiquiers. C'est un reportage de Aïssatou Kane. Le coronavirus continue de flâner à l'intérieur du pays malgré les mesures visant à empêcher sa propagation. Parmi ceux qui peinent à faire appliquer les restrictions, les transporteurs publics et privés, les bus sont remplis. Franchement, nous remplissons les bus à foison. Il faut savoir qu'à 5 heures et les heures de descente, les clients sont nombreux à attendre le bus. Nous sommes dans l'obligation de les embarquer. Une situation déconcertante qui dépasse les transporteurs malgré le suivi régulier des hommes de tenue. Il revient aux forces de l'ordre de veiller au contrôle strict dans les bus. Il faut le dire aussi, les clients sont têtus et nous, transporteurs, nous ne pouvons pas faire autrement. Quand on leur demande de porter le masque dès qu'ils entrent dans le bus, ils l'enlèvent. Le ministre a restreint le nombre de places, mais aux heures de pointe, il est impossible de l'appliquer. Toujours dans la logique de limiter la propagation de l'épidémie, le ministre du Commerce a interdit la vente de pain dans les boutiques et certains dérogent à la règle. Avant, les boutiques pouvaient vendre du pain, mais depuis que le ministre de l'Intérieur a donné ses restrictions, les boutiques n'en vendent plus. Mais je continue quand même à vendre. Les clients viennent à peine en acheter dans les boutiques, ce qui a forcément une répercussion sur notre chiffre d'affaires. La deuxième vague de coronavirus fait ravage. À ce jour, 29 914 cas ont été déclarés positifs et 724 personnes décédées. En dépit de toutes ces pertes, dans leur quotidien, les citoyens ont du mal à respecter scrupuleusement les gestes barrières. Pendant ce temps, le réseau des artisans du département de Rufisque sonne la mobilisation à travers une campagne de sensibilisation et de distribution de masques. Opération menée dans les lieux de rassemblement. Objectif, freiner la progression de la pandémie. L'explosion des cas issus de la transmission communautaire les inquiète. Babacar Seck. L'appel à la mobilisation des autorités administratives pour endiguer la pandémie commence à être entendu. Le réseau des artisans du département de Rufisque a initié une caravane de sensibilisation et de distribution de masques et de gel dans les lieux publics. On est parti à la préfecture, donner une dotation là-bas au niveau de la préfecture et comme on l'a fait aussi au niveau de la police. Mais on ne peut pas parler de distribution de dons sans aussi venir au village artisanal. L'activité des artisans au niveau du département, ça marche, mais
il y a un problème qui nous gangrène tous et que tout le monde sait. Parce que quand on peut pas parler de pandémie dans une société sans parler de crise économique. Et nous, artisans, qui jouons un premier rôle dans l'économie de notre pays, notre rôle le plus absolu, c'est de venir participer à la lutte. À l'étape de l'église Sainte-Agnès, les autorités de la paroisse se sont réjouies de la démarche du réseau et continuent toujours de veiller au respect des mesures barrières par les fidèles. L'église est restée un bon moment sans messe, mais nous dépendons toujours de nos pasteurs évêques. Donc c'est eux qui nous orientent. Alors depuis la reprise des célébrations eucharistiques, l'église n'est pas en reste. Nous avons essayé de mettre un dispositif sanitaire sur place. Nous avons le service d'ordre, nous avons les scouts et les guides, et pas mal de personnes, de fidèles qui s'activent pour que vraiment qu'on respecte dans l'église les mesures barrières. La distance, le port du masque obligatoire, l'utilisation des gels, le lavement fréquent des mains. Des masques et produits d'une valeur de 2 500 000 francs CFA ont été distribués selon les artisans qui vont renouveler l'opération. Lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme et l'immigration clandestine. Le Sénégal et la Mauritanie organisent des conclaves à Saint-Louis pour une meilleure sécurisation des frontières dans le cadre des patrouilles communes. Voici le colonel Amadou Moussandir du Sénégal et le colonel Mohamed Mokhtar Ould Ahmed de la Mauritanie. Leurs propos sont recueillis par Momar Ali Signan et Mokhtar Seck. La substance du procès-verbal qui vient d'être validé et signé tout à l'heure par le commandant de la 7e région militaire et par le commandant de la zone militaire numéro 2 constitue dans un premier temps à la validation donc du programme des patrouilles opérationnelles donc le long de la frontière, des patrouilles conjointes et mixtes entre les forces mauritaniennes et sénégalaises dans toutes leurs composantes. L'élément significatif de ce procès-verbal, c'est toutes ces recommandations qui ont été faites à l'endroit donc de nos hiérarchies respectives et qui consistent globalement, c'est que pour pouvoir nous adapter au contexte, il faudra bien qu'on se plie aux gestes barrières dans l'exécution de ces patrouilles. Nous avons besoin de contrôler notre frontière contre les différents défis, notamment le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Tout cela donc, nous incite, en plus du Covid-19, de prendre des dispositions et des recommandations que nous avons mises en œuvre au cours de ces 48 heures durant et qui nous ont permis de nous mettre d'accord sur certains actes forts qui vont permettre de protéger la population, retrouver la paix sociale au niveau du fleuve. Le 14 juillet, fête des amoureux, un jour où les couples se font des cadeaux et renouvellent leur engagement. Les apprentis chauffeurs qui sont à longueur de journée sur les routes fêtent l'amour malgré tout. Si le travail et le contexte du coronavirus contraignent certains, d'autres trouvent important de fêter Saint-Valentin. Illustration dans ce reportage de Mohamed Ndiaye. Gare routière de Colobane, cet apprenti chauffeur accroche les usagers. Il donne sa perception de l'amour et précise que cette année, sa manière de fêter Saint-Valentin va changer à cause du coronavirus et du couvre-feu. L'amour doit être un sentiment au quotidien avec soi. Ça va au-delà de l'affection, mais plutôt des échanges d'idées. Cette année, le coronavirus a tout chamboulé. La manière de fêter va sans doute changer, surtout en ces temps de couvre-feu. Contrairement à lui, d'autres ignorent cette journée qui ne symbolise pas pour eux le sentiment amoureux. Non, vraiment, c'est très dur pour nous. Nous n'aurons pas le temps nécessaire pour fêter Saint-Valentin, compte tenu de nos horaires de travail. Âgé d'une vingtaine d'années, cet apprenti chauffeur compte vivre pleinement la fête avec sa femme.
Les gens ont toujours fêté Saint-Valentin. C'est une habitude que nous avons trouvée ici. Après le travail, je me rends chez ma femme. Il faut aussi savoir que l'amour n'a pas de frontières. 14 février de chaque année, un jour d'une importance capitale aux yeux de certains, notamment les jeunes. La plupart célèbrent l'amour à travers l'échange de cadeaux, des cocktails dînatoires et tant d'autres. Mais cette année, le contexte du coronavirus et le couvre-feu risquent de confiner les amoureux. Actu Sport, comme tous les vendredis, c'est avec El Hadj Malik Thiandoum. Bonsoir Malik. Bonsoir Oussama, très heureux de te retrouver. Également, et on démarre avec du football final UFOA U17. Le Sénégal fera face au Mali demain au stade Lat Dior de Thiès. Le sélectionneur Malick Daaf s'attend à une belle opposition et reste confiant quand même. Tout à fait. Lionceaux et Aiglons ont survolé la compétition. Les Lions du Sénégal ont enregistré 3 victoires, autant pour moi, en 3 matchs, 4 buts à chaque match, alors que les Aiglons ont également réussi un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires. À chaque match, ils ont mis 5 buts. Ce sont les 2 meilleures attaques et les 2 meilleures défenses du tournoi qui vont s'affronter. En tout cas, ça ne sera pas un match facile, même si les 2 équipes vont seront présentes en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Chaque équipe voudra terminer le tournoi en beauté et cerise sur le gâteau, remporter bien entendu le trophée. Ce sera un match de très haute facture entre 2 formations qui se sont illustrées. Malick Daaf l'a dit, une finale, ça se gagne, mais ça ne se joue pas. On va l'écouter au micro de Sékou Saïdi. Et d'abord, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie le bon Dieu. Je pense que un coach, quand il gagne 4 buts à 0, je pense qu'il est satisfait. Et puis il y avait de la manière aussi, il y avait la manière. Je pense que c'est un match qu'on a dominé de bout en bout. Parce qu'on n'a même pas concédé d'occasion, mais on pouvait même marquer beaucoup plus. Mais c'est ça le sport. Je pense que je suis très content, très satisfait de mes joueurs. Parce que déjà, on s'était fixé un objectif, c'est de se qualifier. Ils l'ont fait avec de la plus belle des manières. Je pense que je suis satisfait, mais il reste encore du travail à terminer. Tu sais, on a eu 3 mois de regroupement fermé. Donc on nous a laissé là-bas pendant 3 mois à Guéréo. On a eu le temps de bien travailler. C'est ça le problème. C'est qu'avant, on n'avait pas ça. Mais maintenant qu'on a Guéréo et que les dirigeants, vraiment, ils mettent tous les moyens pour mettre dans d'excellentes conditions, nous aussi, on a le temps de bien travailler pour perfectionner les jeux. Et voilà, les résultats sont là. Une finale reste une finale. On la joue pour la gagner. C'est ça pour moi. Une finale reste une finale. Même quelle que soit l'équipe qui est en face, c'est une finale, on la joue pour la gagner. C'est tout. Et le coup d'envoi sera demain à 17h à suivre en direct sur e-radio avec le duo des 2 Mali. Tout à fait. Donc, vous serez servis. En tout cas, on aura une belle finale parce que ce sont 2 équipes qui pratiquent du football total. De la Gambie et de la Sierra Leone disqualifiés après les résultats des tests IRM et on s'intéresse justement à ces tests d'imagerie par résonance magnétique avec un spécialiste Malik. Tout à fait, parce que de par le passé, il y a eu beaucoup de fraudes sur l'âge. C'est pourquoi la Confédération africaine de football et la FIFA ont introduit ce test IRM qui est obligatoire pour déterminer l'âge des joueurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 2 sélections ont été tout simplement disqualifiées. La Gambie, fraude sur l'âge, de même que la Sierra Leone. Qu'est-ce que l'IRM? Vous l'avez tout à l'heure dit, imagerie à résonance magnétique. Comment ça fonctionne? Quel est son degré de fiabilité? Le docteur Babacar Ngom nous en dit plus au micro de Sékou Saïdi. L'IRM qui est l'incidence à résonance magnétique, qui est une méthode radiologique qui permet effectivement de déterminer l'âge osseux. Et l'âge, l'articulation, en tout cas la partie du corps qui est ciblée, peuvent être différentes parties du corps, mais la partie qui est ciblée et codée, c'est effectivement le poignet gauche. C'est la tête radiale qui est ciblée et qui doit déterminer en fonction de ce qu'on appelle le cartilage de conjugaison qui est la tête de l'os qui doit être collée quand on a fini sa croissance. Et donc en fonction de la distance qui existe entre la tête de l'os et le corps de l'os, donc c'est cette distance, c'est cet espace-là que l'on mesure, que l'on examine pour voir effectivement
est-ce que l'âge du joueur correspond à 10 ans, à 15 ans, à 17 ans, à 18 ans, où sa croissance est terminée, compte tenu du fait que effectivement la croissance doit être totalement terminée aux alentours de 17 ans. Voilà ce qui a effectivement déterminé qu'on fasse ce qu'on appelle les IRM, les IRM des joueurs pour déterminer l'âge osseux. Bien sûr, cet âge doit être corroboré par un examen médical complet, par la fourniture de l'état civil du joueur pour voir effectivement si le joueur est né à moins de 17 ans ou plus. Malik, comme on dit, on a quel âge de nos artères? Tout à fait. Hein. L'IRM permet de déterminer l'âge du joueur. Donc là, il n'y a plus place à la triche et à chaque fois qu'une équipe est épinglée, on la disqualifie. Parlons à présent des coupes africaines des clubs. Les représentants du Sénégal, Teungueth FC et Jaraaf entrent en lice ce week-end. Tout à fait. D'abord, pour la Ligue des champions, CAF, Teungueth FC est en déplacement en Tunisie pour affronter l'Espérance de Tunis, une équipe plusieurs fois vainqueur du trophée continental. Teungueth FC, on le rappelle, est logé dans une poule D très difficile où il y a l'Espérance de Tunis, le Zamalek d'Égypte et le Mouloudia FC d'Alger. Teungueth FC donc sera à son baptême du feu dans cette compétition face à une équipe de l'Espérance très expérimentée en la matière. Ce sera ce samedi à partir de 13h. Les protégés de Youssouf Dabo tenteront de revenir de l'expédition de Tunis avec un résultat positif. Dans l'autre compétition, la Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar est en ce moment à Harare, au Zimbabwe, pour affronter Platinum de Zimbabwe en match aller du tour de cadrage de la Coupe CAF. Ce sera ce dimanche. Alors les joueurs de la Médina, après un long voyage, un périple de 5 heures avec escale à Addis Abeba, sont bien arrivés à Harare. Ils fouleront la pelouse du stade d'Harare le samedi pour faire la reconnaissance de la pelouse et le match se jouera dimanche contre Platinum FC de Zimbabwe. On termine avec le mondial des clubs, le Bayern sacré. Eh oui, le Bayern, encore une fois sacré, parce que le Bayern de Munich, représentant de l'Europe dans cette Coupe du monde des clubs, a battu les Tigres du Mexique 1-0. Le Bayern réussit le grand chelem cette saison, Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, un sextuplé historique qui permet du coup aux Bavarois d'égaliser ou bien d'égaler les Barcelonais qui l'avaient réussi en 2009. Ça veut dire que c'est une année entièrement consacrée à des trophées du côté du Bayern de Munich. La boulimie du Bayern a fini par payer 5 coupes dans leur tiroir. Merci beaucoup Malik pour l'actu de sport. On se dit à vendredi. Ouais, à vendredi. Et puis je te souhaite également une bonne fête des amoureux, tout en espérant recevoir mon cadeau. J'ai déjà emballé le sien. D'accord, tu vas recevoir également ton cadeau. Merci beaucoup Malik. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur www.emedia.sn. Vous pouvez suivre ce soir Intérêt général avec Khalifa Diakhaté. À demain.